Ma femme a levé son verre lors de la fête et a dit « On dirait que tu vas être papa ». Tout le monde a applaudi. Je me suis levé et j'ai répondu calmement « Alors nous devrions féliciter le mari de Camille. Il est devenu blême ». La pluie tombait doucement contre les fenêtres ce soir-là, une sorte de quiétude qui donnait habituellement à notre cuisine l'impression d'être un havre de paix. Mais pas ce soir. Ce soir, l'atmosphère semblait s'être alourdie, et je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je remuais la sauce pour les pâtes, essayant de ne pas trop penser au silence derrière moi. Sophie se tenait près de l'évier, le dos raide, les bras croisés fermement. C'était subtil, mais je la connaissais bien. Trop bien pour l'ignorer. « Sophie » ai-je dit doucement en m'approchant et en lui touchant délicatement le bras. « Tu as à peine parlé de la journée. Est-ce que ça va ?» Elle ne m'a pas regardé, marmonnant simplement. « J'ai mal au ventre. » C'était tout. J'ai mal au ventre. Aucune douceur, aucun regard, juste une phrase sèche, comme si j'étais un étranger qui avait dépassé les bornes. J'ai reculé légèrement, confus. D'accord, ai-je dit lentement. C'est quelque chose de grave ? Devrions-nous ? Je vais bien, a-t-elle dit. Sa voix était plus tranchante maintenant, ses yeux toujours fixés sur l'évier vide. J'ai hoché la tête, lui laissant de l'espace. Mais après un moment, j'ai réessayé. Tu es distante toute la semaine. S'il se passe quelque chose, nous devons en parler. Je n'essaie pas d'insister, mais... Elle s'est retournée si vite que le torchon a glissé de son épaule. Julien, tout ne tourne pas autour de toi. Laisse tomber. Celle-là m'a fait l'effet d'une gifle. Je la fixais. D'où ça vient ? Peut-être que j'en ai juste marre de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, a-t-elle lâché, la voix s'élevant. Je ne peux même pas respirer dans cette maison sans être interrogé. Interrogé ? Je me suis rapproché d'un pas, en gardant une voix basse. Sophie, je t'ai demandé si tu allais bien. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est ce que fait un mari. Oh, épargne-moi le numéro du mari. Elle a ricané en agitant la main. Tu veux que je sourie, que je prépare le dîner, que je m'assoie en face de toi et que je fasse comme si tu ne m'étouffais pas ? Ma mâchoire s'est crispée. Alors maintenant je t'étouffe parce que je me soucie de toi. Elle a ri amèrement. Parce que tu contrôles tout, même ce que je ressens. Ça a touché quelque chose de profond. Je suis resté là, le cœur battant, à regarder cette femme, ma femme, dire des choses qui semblaient répétées, comme si elle attendait de pouvoir tout déballer. Sophie, ai-je dit doucement. Si tu as besoin d'espace, prends-le. Mais ne réécris pas notre histoire pour justifier le fait de me repousser. Je ne te repousse pas, a-t-elle sifflé. Tu n'as juste pas ta place dans la version de ma vie que je veux en ce moment. Voilà. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout ce que j'entendais, c'était la pluie qui tapotait contre la vitre et le son de ma propre respiration. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement hoché la tête et reculé, comme si j'avais enfin compris quelque chose à quoi j'avais été aveugle. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas m'allonger à côté de quelqu'un qui me regardait de cette façon. Nous étions mariés depuis 7 ans. Notre crédit immobilier était à moitié remboursé. 2 voitures garées dans l'allée de notre pavillon en banlieue de Lyon, des dîners entre amis le samedi. Elle travaillait dans le marketing au centre de Lyon. J'enseignais les sciences de la vie et de la terre au lycée local. Nous n'étions pas extravagants, mais nous étions stables. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ce moment dans la cuisine, ce regard froid, ces mots blessants, c'était la première fois que je réalisais que quelque chose de fondamental s'était fissuré. Et je n'avais aucune idée de la profondeur de cette fissure. La lumière du soleil se glissait à travers les stores comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Les oiseaux chantaient dehors comme si notre cuisine ne s'était pas transformée en champ de bataille 12 heures plus tôt. J'étais déjà debout au bord du lit, entièrement habillé. Sophie était toujours sous les couvertures, le dos tourné. Elle n'était pas venue sur le canapé. N'avait même pas vérifié si j'avais dîné après qu'elle soit partie en trombe. Je me suis frotté la nuque et me suis raclé doucement la gorge. Bonjour, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. J'ai appelé le cabinet du docteur Philippe Lambert.
Ils peuvent te voir demain matin à 9 heures. Elle n'a pas répondu. J'ai attendu. Je veux juste être sûr que tout va bien avec ton estomac. Tu n'arrêtes pas de dire que tu as mal. J'ai pensé que ça valait la peine de vérifier. Toujours rien. Puis la couette a bougé et elle s'est redressée d'un bond, me foudroyant du regard. Tu as fait quoi? J'ai fait un petit pas en arrière, pris au dépourvu. J'ai pris un rendez-vous, juste par sécurité. Ses yeux se sont plissés. Qui t'a dit de faire ça? Personne ne me l'a dit. Tu disais que tu ne te sentais pas bien. Tu m'as agressé hier. Tu as dit que tu étais malade. Alors j'ai fait ce qui est normal. J'ai appelé le médecin. Elle était maintenant complètement assise, les bras croisés sur sa poitrine. Tu es incroyable. Tu penses que parce que j'ai dit que j'avais mal au ventre, tu peux te mettre à organiser toute ma vie? J'ai cligné des yeux. Sophie, c'est un contrôle. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas. Oh, comme c'est généreux. Elle a ricané en sortant du lit. Mais la vraie raison pour laquelle tu l'as fait. Tu ne me fais pas confiance. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Quoi? Non. Si. Sa voix s'est brisée, ses yeux écarquillés par quelque chose de plus profond que la colère. Tu essaies de me contrôler, Julien. Tu penses que si je n'agis pas comme tu t'y attends, tu as le droit de me gérer comme une sorte de projet. J'ai levé les mains, calmement. Tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. J'essayais d'aider. Ce n'est pas du contrôle. C'est de l'inquiétude. Elle faisait les 100 pas maintenant, ouvrant les tiroirs, les claquant. Tu sais quoi? Tu as toujours été comme ça. Calme, gentil, raisonnable, mais en dessous, tu es toujours en train de tout noter, de me surveiller comme si j'allais déraper. Ma voix est devenue plus basse. Y a-t-il quelque chose que tu essayais de cacher? Elle s'est figée au milieu d'un pas. Ça y était. Tout son corps s'est immobilisé. Puis ses lèvres se sont retroussées en une grimace entre le dégoût et la panique. Incroyable. Tu penses que je mens maintenant? Que j'invente tout? Je n'ai pas répondu. Elle a attrapé un coussin et l'a lancé à travers la pièce. Mon Dieu, je n'arrive pas à respirer dans cette maison. Je ne t'empêche pas de respirer, ai-je dit tranquillement. Je t'ai demandé si tu voulais voir un médecin. Elle s'est tournée vers moi, pointant un doigt tremblant sur ma poitrine. Non, tu l'as programmé. Tu n'as pas demandé. C'est là toute la différence. J'ai expiré lentement, essayant de ne pas répondre au feu par le feu. Tu as raison. Je n'ai pas demandé. J'aurais peut-être dû, mais je ne pensais pas que ce serait nécessaire puisque tu disais que tu n'allais pas bien. Elle est passée devant moi en trombe pour entrer dans la salle de bain, ouvrant la porte si fort qu'elle a tremblé. Tu essaies de te faire passer pour le type calme, hein? Le gentil. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Je ne suis pas ta patiente, Julien. La porte a claqué. Je suis resté là, seul, à regarder le grain du bois de cette porte, me demandant comment nous en étions arrivés là. Quelques jours auparavant, nous regardions cette émission de cuisine ridicule sur le canapé. Sophie blottie contre moi, son rire me faisant oublier tout le stress du travail. Maintenant, elle m'accusait d'essayer de la contrôler pour avoir pris un rendez-vous chez le médecin. J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur notre commode. Nous à Annecy l'automne dernier, en randonnée. Ses joues rougies par le vent, son sourire si vrai qu'il en était presque lumineux. Je la connaissais comme ma poche. Mais ça, ce n'était pas elle. Ou peut-être que si, et que je ne le voyais que maintenant. Quelques minutes plus tard, elle est sortie en trombe de la salle de bain, un sac en bandoulière, le visage encore humide d'avoir retiré le masque qu'elle portait. Je reviens plus tard, a-t-elle lancé en me frôlant. Où vas-tu? Elle s'est retournée dans le couloir, les yeux vitreux. Je n'ai pas à te rapporter chacun de mes mouvements, Julien. Et sur ce, elle est partie. Je suis resté dans la chambre un moment, écoutant le silence s'installer autour de moi comme de la poussière. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais inquiet. Confus. Et sous cette confusion, quelque chose de plus froid avait commencé à se former. Le doute. Pas seulement sur la dispute, mais sur ce qui avait vraiment changé en elle.
Ou peut-être sur ce qu'elle avait caché depuis le début. 3 jours ont passé. Sophie n'a pas reporté le rendez-vous chez le médecin, et je n'en ai plus parlé. Le vendredi, nous faisions tous les deux comme si de rien n'était. Camille et Baptiste, notre couple d'amis le plus proche, organisaient une petite réunion dans leur jardin. Juste un repas grillé avec saucisses et brochettes, un brasero, des rires, des verres, une pause dans la tension, du moins c'est ce que je croyais. Sophie s'est habillée avec soin. Cette robe d'été bleue que je n'avais pas vue depuis des mois. Les cheveux lâchés sur les épaules, un léger brillant sur les lèvres. Elle était belle. Pas pour moi, mais belle. Nous sommes arrivés dans leur allée vers 18h. Camille nous a tous les deux serrés dans ses bras. Baptiste m'a donné une tape dans le dos comme toujours. C'était routinier, familier. Mais au moment où nous sommes entrés dans le jardin, quelque chose chez Sophie a changé. Je l'ai vue dans la façon dont elle souriait, un sourire plus blanc que d'habitude, un peu trop éclatant. « Julien, prends un verre », a-t-elle dit en me dépassant pour se diriger vers la table où Baptiste riait avec Camille. Je me suis servi une boisson gazeuse, j'ai échangé quelques banalités avec Camille, mais j'observais Sophie. Elle se tenait à côté de Baptiste, se penchant légèrement vers lui, riant trop vite à la blague qu'il venait de faire. Sa main a frôlé son bras, pas de manière évidente, pas longtemps, mais assez longtemps pour que cela ne paraisse pas accidentel. Je les ai rejoints, passant doucement mon bras autour de ses épaules. Elle a tressailli, pas de façon spectaculaire, mais sa posture s'est raidie juste une seconde avant qu'elle ne fasse un petit pas en avant, laissant mon bras retomber. Baptiste n'a pas réagi, mais son regard s'est porté sur Sophie, puis sur moi. Sophie s'est tournée vers Camille. « As-tu encore de ce chardonnay du week-end dernier ?» Camille a hoché la tête, se dirigeant déjà vers la cuisine, et nous voilà, plus que nous trois. J'ai regardé Baptiste. Semaine chargée. Ouais, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Toujours. Sophie s'est rapprochée de lui. Pas assez pour que ce soit évident, juste assez. Le reste de la soirée s'est estompé dans le vin, la fumée du brasero et les rires en arrière-plan. Mais chaque fois que je regardais, Sophie n'était pas près de moi. Elle était toujours près de Baptiste. Je la regardais rire de ses histoires, se pencher un peu quand il parlait, toucher ses cheveux comme elle le faisait avec moi au début. Une fois, alors que Camille distribuait les verres, j'ai surpris Sophie en train de regarder Baptiste, pas seulement regarder, observer, un regard qui s'est attardé une demi-seconde de trop. Il a rapidement regardé en arrière, puis a détourné les yeux, comme s'ils prétendaient tous les deux ne pas savoir ce que l'autre pensait. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et tendu son verre à Sophie comme si je n'avais rien remarqué, mais c'était faux. Chaque contact, chaque tressaillement, chaque regard, j'ai senti toute la soirée comme si j'assistais à une scène écrite sans moi. Et quand nous sommes finalement remontés en voiture, Sophie fredonnait doucement, faisant défiler son téléphone. Pas une seule fois elle ne m'a regardé, et pourtant je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait silencieusement, de manière permanente. C'est un mardi que j'ai trouvé Marc. Un vieil ami d'un ami. Le genre de type qui se fond dans le décor et pose des questions sans jamais en avoir l'air. Ancien policier, maintenant un enquêteur privé discret avec un bureau tranquille au-dessus d'une laverie près du centre-ville de Lyon. Plaque de porte de travers, café brûlé, moquette plus vieille que moi, mais il obtenait des résultats. « Dites-moi exactement ce que vous cherchez », a-t-il dit en tapotant un bloc-notes usé. J'ai hésité. « Je pense que ma femme me cache quelque chose », ai-je finalement dit. Et ce n'est pas juste une relation inappropriée. Marc n'a pas bronché. « Vous avez un nom ?»« Baptiste », ai-je dit. « Baptiste Laurent. Il est marié. Il est proche de nous. » Marc a hoché lentement la tête en griffonnant. « Pas de problème. Je ferai ça proprement. Vous aurez des photos, des horodatage, de l'audio si je peux. Rien d'illégal, rien de sale, juste la vérité. La vérité. » C'était tout ce que je voulais. Une semaine plus tard, je me retrouvais dans ce petit bureau poussiéreux. Marc ne m'a pas accueilli avec des banalités. Il a juste désigné une chaise et a tourné un écran d'ordinateur portable vers moi. « Écoutez ça », a-t-il dit. L'enregistrement a légèrement grésillé avant de se stabiliser. Le vent, des moteurs de voiture. Puis la voix de Sophie. « Je suis en retard. Vraiment très en retard.
J'ai acheté 3 tests, Baptiste. Tous positifs. Je suis resté immobile. La voix de Baptiste a suivi. Plus basse, tendue. Tu es sûr qu'ils sont fiables? Je suis sur le parking d'un hôpital avec une échographie dans mon sac, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ouais, j'en suis sûr. Baptiste a marmonné une malédiction à voix basse. Puis le silence. Juste le son ambiant. Des voitures qui passent. Quelqu'un qui tousse au loin. Sophie de nouveau. Je ne sais pas quoi faire. Baptiste, est-ce que Julien? Non. Elle l'a coupé. Et il ne le saura pas. Pas encore. Marc a mis l'audio en pause. Je fixais l'écran. La barre de progression était à peine à mi-chemin, mais j'en avais entendu plus qu'assez. Je ne pouvais pas parler au début. Ma mâchoire était serrée, les poings crispés sur mes genoux. Marc a attendu, respectueux. Puis il s'est légèrement penché en avant. Il y a plus. Elle lui dit qu'elle va te déclarer comme étant le père. Que c'est plus simple comme ça pour la sécurité sociale, les dossiers hospitaliers, sa réputation. J'ai fermé les yeux. Je ne faisais pas seulement face à une trahison. Je faisais face à un plan, à un choix. Elle avait pris la décision de me tromper. Pas dans le feu de l'action, mais avec une logique froide. Elle m'a déclaré? Ai-je demandé d'une voix rauque. Marc a hoché la tête. Elle le lui a dit directement. Le nom de Julien ira sur les dossiers. C'est propre. Il ne posera pas de questions si je gère bien la situation. J'ai pressé une main sur ma bouche, retenant quelque chose entre un rire et un gémissement. Ce n'était pas juste une relation inappropriée. C'était une construction. Elle bâtissait un mensonge brique par brique. Marc a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, des photos. Sophie et Baptiste appuyés contre une voiture sur le parking de l'hôpital, sa main posée sur son ventre, son visage à lui pâle, les lèvres serrées. « Ça va ?» a demandé Marc. J'ai hoché lentement la tête. Ouais, ça allait. Parce que maintenant, pour la première fois depuis des semaines, j'avais la clarté. L'histoire n'était plus à moitié écrite, et je savais exactement comment ce chapitre devait se terminer. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mensonges silencieux. J'ai franchi les portes coulissantes juste après 9 heures, les mains stables dans mes poches, le rythme cardiaque lent et contrôlé. Pas de rage, pas de tremblement, juste un but. À l'accueil, une jeune infirmière a levé les yeux avec un sourire poli. « Comment puis-je vous aider ?»« Je suis ici pour ma femme, » ai-je dit calmement. Sophie Moreau. Elle a fait des tests récemment. L'infirmière a tapé un moment. « Êtes-vous enregistré comme famille proche ?» Je suis son mari, Julien Moreau. Elle a hésité, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Je vais devoir confirmer votre identité. J'ai fait glisser mon permis de conduire sur le comptoir. Elle l'a étudié, a regardé l'écran, puis de nouveau moi. Vous êtes enregistré comme le père, a-t-elle dit tranquillement. Voilà. La réalité imprimée. Froide, plate, officielle. Oui, ai-je répondu. C'est exact. Elle a hoché la tête, toujours incertaine. Un instant. Elle a disparu dans le couloir. Je suis resté là, à regarder un agent d'entretien passer la serpillière comme si rien au monde n'avait changé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en tenant un mince dossier. C'est tout ce que je peux vous donner sous votre nom, a-t-elle dit. Merci, ai-je dit. Un médecin est entré à côté d'elle, parcourant le dossier. Un homme d'une quarantaine d'années, aux yeux calmes, à la chaleur étudiée. Monsieur Moreau, a-t-il dit avec un doux sourire en tendant la main. Félicitations. J'ai pris sa main. Merci, ai-je répondu. Les mots sonnaient étranges dans ma propre bouche. C'est un début de grossesse, a-t-il continué. Mais tout semble stable pour l'instant. Nous programmerons la prochaine échographie bientôt. Bien sûr, ai-je dit d'un ton égal. Il a de nouveau hoché la tête. Essayez d'être là pour elle. Ces premières semaines peuvent être accablantes. Je le serai, ai-je dit, car techniquement, c'était encore vrai. L'infirmière a tourné le dossier vers moi. Vous pouvez le consulter ici si vous le souhaitez. Je l'ai ouvert lentement. Formulaires imprimés,
note d'admission, contact d'urgence, et là, en encre noire. Père, Julien Moreau. Pas Baptiste, moi, mon nom, ma vie, mon avenir, réécrit sans mon consentement. J'ai refermé le dossier avec précaution, comme s'il pouvait mordre. Je vous remercie pour votre aide, ai-je dit à l'infirmière. Elle a souri, soulagée. De rien. Le médecin a fait un dernier signe de tête. Prenez soin de votre famille. C'est mon intention, ai-je répondu. Puis je me suis retourné et j'ai descendu le couloir. Chaque pas résonnait trop fort, comme si le bâtiment lui-même écoutait. Je ne ressentais pas de colère à ce moment-là. Je ressentais de la précision. Un piège avait été tendu et je venais de le franchir sans me faire prendre. Ce soir-là, notre chambre ressemblait à une publicité de magazine. Lumière douce, ombre chaude, des bougies parfumées à la lavande scintillant sur la commode. Sophie se tenait près du lit, vêtue de soie couleur vin rouge. Je n'avais pas vu cette nuisette depuis des années. Elle m'a regardé avec un doux sourire. Salut. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, déboutonnant mes poignets. Salut. Elle s'est approchée de la table de chevet, ajustant la bougie comme si cela avait de l'importance. Tu étais silencieux au dîner. J'ai eu une longue journée. Elle a fait une pause, hochant la tête comme si elle acceptait cela. Je pensais qu'on pourrait juste être nous ce soir. Sa voix était basse, douce, intentionnelle. Elle s'est approchée et j'ai senti une trace de ce parfum qu'elle ne portait que pour les anniversaires, celui qui me faisait m'arrêter au milieu d'une phrase quand elle passait. Tu es belle, ai-je dit, d'un ton soigneusement neutre. Ses doigts ont touché ma poitrine, remontant vers mon col. J'espérais que tu dirais ça. J'ai croisé son regard. Ses yeux étaient doux, calculés. Elle s'est penchée, ses lèvres frôlant ma mâchoire. Ça fait un moment. J'ai reculé légèrement, juste assez pour mettre de l'air entre nous. Je suis fatigué, ai-je dit, d'une voix calme mais claire. Son visage n'a pas changé au début. Puis elle a cligné des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si je venais de dire quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Oh. J'avais beaucoup de choses en tête. Le travail? J'ai hoché la tête. Entre autres choses. Elle a enroulé ses bras autour d'elle, sa nuisette en soie bougeant avec elle. Tu as été distant ces derniers temps. Tu trouves? Elle n'a pas répondu. Je me suis dirigé vers la commode, j'ai enlevé ma montre, l'ai posée avec un léger clic. Son reflet dans le miroir était figé, incertain. Elle a réessayé, la voix basse est répétée. Notre relation me manque, Julien. Pas toi? Je me suis retourné, m'appuyant contre la commode. La version de moi qui ne posait pas de questions te manque. Elle a eu un petit rire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Elle s'est assise sur le bord du lit, le matelas grinçant légèrement sous son poids. J'essaie, là, a-t-elle dit. J'allume des bougies. Je fais un effort. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Je l'ai regardé un long moment. Qu'est-ce que je voulais? L'honnêteté? C'était trop tard pour ça. Des réponses? Je les avais déjà. Pour l'instant, tout ce que je voulais, c'était qu'elle reste assise dans l'inconfort qu'elle avait créé au lieu de se cacher derrière le parfum et l'éclairage d'ambiance. Tu n'as pas besoin d'essayer, ai-je dit. Pas ce soir. Ses épaules se sont affaissées. Alors, tu me rejettes maintenant? Je ne te rejette pas, ai-je dit doucement. Je suis juste fatigué. Elle a détourné le regard. Et voilà. La première vraie fissure dans son armure. Pas de la rage, pas de la manipulation, juste de l'incertitude. La même femme qui avait été si sûre d'elle, qui avait porté la trahison comme une seconde peau, était maintenant déstabilisée par un simple mot. Non. Elle s'est levée lentement du lit. Je pensais qu'on pourrait peut-être repartir à zéro. Revenir à ce que c'était avant. J'ai penché la tête. Quand exactement penses-tu que les choses ont changé? Elle m'a fixé, puis a baissé les yeux sur la bougie à côté d'elle, comme si elle pouvait répondre à sa place. Je me suis tourné vers la salle de bain. Bonne nuit, Sophie. En sortant de la pièce, je n'ai pas regardé en arrière. Et derrière moi, la lueur de la bougie vacillait contre le silence qu'elle avait elle-même allumé.
L'horloge de ma table de chevet indiquait 4h58 du matin quand j'ai senti son corps se presser contre le mien. Je n'avais pas dormi, pas une minute. La main de Sophie a effleuré légèrement ma poitrine, puis ses lèvres, douces et délibérées, ont trouvé mon cou. Elle n'a rien dit au début, bougeant simplement lentement, sa respiration chaude contre ma peau, comme si elle pouvait se glisser à nouveau dans la version d'elle-même qui existait avant que les fissures n'apparaissent. Puis est venu le murmure, « Tu me manques ». Il a atterri avec le poids d'un mensonge murmuré dans une église. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas répondu. Elle a embrassé mon épaule. Je pensais, on pourrait peut-être recommencer. Juste nous deux. Sans pression, sans tension, juste nous à nouveau. Je me suis assis sans un mot, j'ai basculé mes jambes hors du lit, j'ai enfilé un pull à capuche. Julien, a-t-elle dit doucement. Où vas-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai quitté la chambre, j'ai descendu le couloir et je suis entré dans la cuisine où le monde sentait encore le silence et le carrelage froid. La lumière du réfrigérateur s'est répandue lorsque j'ai ouvert la porte. Beurre, pain, l'habituel. Je me déplaçais lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois, parce que c'était le cas. Seulement, maintenant, tout avait changé. Derrière moi, j'ai entendu ses pieds toucher le sol. Un instant plus tard, le bruissement de tissu, puis le léger bruit de ses pas. J'ai cassé les œufs dans la poêle et les ai laissés grésiller, le sifflement tranchant la tension comme une lame. La voix de Sophie a suivi, enrobée de sucre et de tension. Tu t'en vas, tout simplement. Je prépare le petit déjeuner, ai-je dit sans me retourner. Pour qui? A-t-elle demandé, croisant les bras dans l'embrasure de la porte. Parce que je n'ai vraiment pas l'impression que tu es encore là avec moi. J'ai retourné les œufs avec précaution. Tu as faim? Elle a cligné des yeux. Tu es sérieux, là? Je me suis enfin retourné pour la regarder, les cheveux en désordre après la nuit. Encore cette robe de chambre en soie, froissée maintenant. Ses lèvres toujours brillantes de la fantaisie qu'elle essayait de recréer. J'ai soutenu son regard. Calme. Stable. Tu ne veux pas d'eux. Julien, arrête ça. Elle a lâché, entrant dans la cuisine. Tu fais ce truc où tu agis comme si rien n'avait d'importance. Comme si je n'avais pas juste essayé de te parler, de m'ouvrir à toi. Tu m'as embrassé le cou, ai-je dit platement. Sa voix s'est élevée. J'essaie de renouer le contact. Non, Sophie, ai-je répondu d'un ton égal. Tu essaies d'effacer quelque chose. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est mordu la lèvre en secouant la tête. Pourquoi agis-tu comme si j'étais l'ennemi? Je n'agis pas. J'ai juste arrêté de faire semblant que tu ne le haises pas. Celui-là a fait mal. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les épaules tendues. Alors, c'est comme ça maintenant? Tu ne me parles pas. Tu fais des œufs et tu parles par énigme. J'ai mis les œufs dans une assiette, j'ai éteint le feu. Certaines choses, ai-je dit en faisant glisser l'assiette vers elle. N'ont plus besoin de mots. Ça ne veut rien dire, a-t-elle lâché. Pour moi, si. Elle m'a fixé, les bras toujours croisés, comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Tu crois tout savoir, a-t-elle dit. Tu crois m'avoir cerné? J'ai de nouveau croisé son regard. Je crois que j'ai arrêté d'essayer de me convaincre que je ne sais pas déjà. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Rien n'est sorti. J'ai pris une deuxième assiette, je me suis fait des œufs sans dire un mot de plus. Sa respiration est devenue plus courte. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Moi non plus. Tu ne me demandes même pas ce que je ressens. Tu ne veux pas qu'on te le demande, ai-je dit à voix basse. Tu veux être pardonné sans avoir à t'expliquer. Un temps de silence. Elle s'est avancée, a touché doucement mon bras. Julien, j'ai peur. Je ne dis pas tout maintenant parce que je ne sais pas comment. Je n'ai pas bougé. Tu as eu le temps. J'en ai encore, a-t-elle murmuré. Mais je n'ai pas répondu. Le grille-pain a sauté. J'ai pris les toasts, beurré les deux tranches, en ai placé une à côté de son assiette et l'autre sur la mienne. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée là, à regarder, chancelante. Mange quelque chose, ai-je dit tranquillement.
Elle a fixé l'assiette, puis moi. Tu vas vraiment faire ça? Rester assis là et agir comme si rien de tout ça n'était réel? Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des jours. J'ai souri, pas un sourire gentil, un sourire entendu. Je me comporte comme si tout cela était très réel. Elle a reculé. Ses yeux clignaient rapidement. Ce n'est pas à toi de t'éloigner. Tu serais surpris, ai-je murmuré. Puis je me suis assis et j'ai pris la première bouchée. Elle n'a pas bougé, n'a pas touché à la nourriture, et juste resté là, sa robe de chambre tombant d'une épaule, la lueur du matin frappant ses yeux comme la vérité qu'elle n'avait pas prévue. Son plan ne s'effondrait pas. Il était déjà en ruine. Et maintenant, il ne restait que l'écho de la cuisine et le clic silencieux de ma fourchette contre la porcelaine. À midi, le ciel s'était couvert. Une lumière grise planait sur Lyon comme une pause avant quelque chose de permanent. Je me suis garé devant le cabinet d'avocat, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis un moment, les doigts tapotant le volant. Je n'étais pas là pour brûler les ponts. J'étais là pour construire la sortie. Le bâtiment était de briques et de verre, silencieux, sérieux. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de livres que je doutais que quiconque touche, sauf en cas de nécessité. La secrétaire derrière le bureau m'a accueilli avec un sourire fatigué. « Vous êtes Monsieur Moreau ? » ?»« Oui, Julien. Maître Olivier Garnier va vous recevoir maintenant. » Je l'ai suivi dans un couloir étroit jusqu'à un bureau d'angle. Panneau de verre, vieux bureau en bois, 2 chaises en face. Maître Olivier Garnier s'est levé quand je suis entré. Début de la cinquantaine, costume sombre, cheveux argentés, des yeux qui semblaient avoir vu toutes sortes de mariages s'effondrer. Il m'a serré la main. Poignée ferme, sans chaleur, juste professionnel. « Vous avez quelque chose pour moi ?» a-t-il demandé en m'invitant à m'asseoir. J'ai sorti le dossier de mon manteau et l'ai posé sur le bureau. À l'intérieur, des impressions du rapport de Marc, des transcriptions de l'enregistrement, des horodatages, des photos de Sophie et Baptiste sur le parking de l'hôpital, une copie des documents de l'hôpital montrant mon nom comme père et une clé USB soigneusement étiquetée à l'encre noire. La preuve. Maître Garnier a ouvert le dossier et a commencé à feuilleter. Il n'était pas pressé. Il ne parlait pas. Il parcourait juste chaque page, l'une après l'autre, avec le rythme lent et régulier d'un homme habitué à trier les cendres. Je suis resté assis en silence. Le seul son était le faible bourdonnement d'une ventilation au-dessus et le doux frottement du papier. Quand il a atteint la dernière page, il s'est adossé à sa chaise, posant une main sur le dossier. « Ça, » a-t-il finalement dit, « c'est inattaquable. » J'ai hoché la tête une fois. « Ça ne me surprend pas. » « Vous gagnerez tout, » a-t-il continué. « La garde, les biens, la sympathie du public, si cela compte pour vous. Elle peut essayer de se battre, mais ça n'ira pas loin. Pas avec une fausse déclaration de paternité et des preuves d'une relation extra-conjugale en cours. Je ne suis pas intéressé à la traîner dans la boue, ai-je dit tranquillement. Je veux juste que ce soit terminé, proprement. Maître Garnier a penché la tête. Vous comprenez ? Elle a essayé de vous enfermer dans la paternité légale d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Je comprends. Elle aurait pu se taire, attendre, percevoir une pension alimentaire pendant 18 ans. J'ai de nouveau hoché la tête. C'est pourquoi je suis ici maintenant, avant que les dégâts ne s'aggravent. Maître Garnier a tapoté le dossier. Homme intelligent. Vous êtes venu tôt. Je suis venu juste après avoir arrêté de me mentir à moi-même. Il s'est penché en avant, faisant glisser le dossier vers lui comme s'il faisait déjà partie d'une affaire en cours. Je commence la paperasse aujourd'hui. Ce sera rapide, chirurgical. Je préfère la discrétion à la rapidité, ai-je dit. Maître Garnier a eu un sourire sec. La discrétion est facile quand on détient la vérité. Je me suis levé, lui ai de nouveau serré la main. Merci, ai-je dit. Pas besoin, a-t-il répondu. C'est elle qui vous a donné l'affaire. Vous ne faites que la porter. Dehors, les nuages n'avaient pas bougé, mais l'air semblait plus léger. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais stable, et pour la première fois depuis des semaines, je savais exactement où je me situais. La maison de Camille avait toujours cette lueur chaude et décontractée, comme un endroit où les mauvaises choses n'arrivaient pas. Des guirlandes lumineuses au-dessus de la clôture, le bruit sourd de la musique en fond,
des verres qui teintent et l'odeur de la nourriture grillée flottant dans le jardin. On pourrait croire que la paix pouvait y vivre, mais ce soir allait être tout autre chose. Sophie s'était trop bien habillée pour une soirée dans un jardin. Robe rose pâle, collier en or, cheveux bouclés en vagues comme si la soirée était plus importante qu'elle ne voulait l'admettre. Ses yeux brillaient d'une sorte d'énergie agitée, comme quelqu'un sur le point de réaliser un tour de magie devant une foule aux yeux bandés. Camille nous a accueillis comme toujours. Câlin chaleureux, un rapide, il y a des boissons près de la glacière. Les grillades arrivent. Sophie s'est rapidement mêlée à la conversation, son sourire large, sa voix plus éclatante qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle a ri un peu trop fort à la blague de Baptiste. Sa femme, Camille, n'a pas semblé le remarquer. Ou peut-être qu'elle essayait juste de ne pas le faire. Je me tenais au bord du groupe, sirotant une boisson gazeuse, laissant la fête se dérouler autour de moi comme si j'étais une ombre. Puis je l'ai vue. Sophie a doucement fait teinter son verre, attirant l'attention de tous. « Je veux juste dire quelque chose rapidement », a-t-elle dit, la voix douce et claire. « Je sais que nous avons été un peu discrets ces derniers mois, mais je pense qu'il est temps de partager la bonne nouvelle. » J'ai senti mon estomac se nouer. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Julien et moi, sa voix tremblait juste un peu, parfaitement répétée, allons avoir un bébé. Il y a eu un temps de silence. Puis des applaudissements ont éclaté, des rires, des verres levés, quelqu'un a crié. Enfin. Un autre a ajouté, félicitations, mec. Camille a mis ses mains sur sa bouche, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, Sophie, c'est incroyable. Et Baptiste. Il est resté là, figé, son visage se vidant de ses couleurs comme si on venait d'ouvrir une trappe sous ses pieds. Sophie s'est tournée vers moi, rayonnante. Dis-leur, chérie. J'ai levé mon verre lentement, regardé chaque personne autour du brasero. Puis j'ai souri. En fait, ai-je dit, la voix calme, claire et froide comme l'air d'hiver. Vous devriez plutôt porter un toast à Baptiste. Le silence fut immédiat. Personne n'a ri. Personne n'a bougé. Baptiste a cligné des yeux une fois, deux fois, puis a baissé les yeux sur la bière dans sa main comme si elle pouvait se dissoudre. Camille nous a regardés, confuse. Attends, quoi? Je me suis tourné vers elle, tenant toujours mon verre fermement. Sophie est enceinte. Cette partie est vraie. Le sourire de Sophie a vacillé. Mais ce n'est pas le mien. Sa voix est sortie en un souffle, haletante. Julien, quoi? De quoi tu parles? Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé les yeux sur Baptiste. Tu veux dire quelque chose ou je continue? Camille s'est tournée vers son mari. Baptiste. Baptiste a ouvert la bouche, l'a refermée. Sa peau était pâle, presque verdâtre sous les lumières de la terrasse. Sophie s'est avancée rapidement. Il ment. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est juste. Il est confus. Il est contrarié. J'ai sorti la clé USB de la poche de mon manteau. Un enregistrement audio de vous deux. Sur le parking de l'hôpital. Ta voix. Tes mots. Baptiste a finalement parlé. Sa voix était cassée et basse. Sophie. Les yeux de Camille se sont rivés sur lui. Que as-tu fait? Sophie s'est approchée de moi, essayant d'attraper la clé USB. Julien, arrête. S'il te plaît, on peut arranger ça. Tu n'es pas obligé de faire ça ici. C'est, ai-je dit doucement, exactement là où ça doit se passer. J'ai regardé le cercle d'amis que nous connaissions depuis des années, certains depuis notre mariage. Tous nous regardaient maintenant avec de grands yeux, tenant leur verre comme s'ils pouvaient renverser la vérité s'ils bougeaient trop vite. Félicitations, Baptiste, ai-je ajouté, terminant le toast. J'espère que tu es prêt pour les couches. Baptiste a reculé comme s'il avait été frappé. Camille a de nouveau couvert sa bouche, seulement cette fois ce n'était pas de l'admiration. C'était de la nausée. La voix de Sophie s'est brisée. C'était une erreur, Julien. J'allais te le dire. J'avais peur. Tu n'avais pas peur, ai-je dit. Tu étais stratégique. Et puis je me suis retourné, j'ai traversé le jardin, passant devant les guirlandes lumineuses, les regards confus, l'air tendu que personne n'osait respirer.
Je n'avais pas besoin de voir comment ça se terminait parce que je le savais déjà. Laisse-la expliquer celle-là. Laisse Baptiste bafouiller. Laisse le silence les déchirer de l'intérieur comme ils avaient prévu de le faire avec moi. Pour une fois, je n'ai pas nettoyé le désordre. Je m'en suis simplement éloigné. Le tribunal sentait le papier et le bois ciré. Pas la justice, juste la bureaucratie en action. Sophie était assise de l'autre côté de l'allée, les cheveux attachés en un chignon soigné, les lèvres pincées. Elle portait le genre de tailleur gris qui criait l'humilité. Son avocat, un homme élégant avec une cravate coûteuse, se penchait et lui chuchotait à l'oreille comme s'ils élaboraient l'histoire parfaite. Mon avocat, maître Olivier Garnier, était assis à côté de moi, silencieux, confiant. Il n'avait pas besoin de construire un récit. Il avait la vérité dans un dossier. Le juge nous a appelés à la barre. L'avocat de Sophie s'est levé le premier. Votre honneur, ma cliente ne conteste pas la preuve de paternité. Elle reconnaît l'erreur, mais demande que le tribunal prenne en considération le contexte émotionnel. Elle vivait dans l'isolement, émotionnellement abandonnée dans un mariage où la communication s'était rompue depuis longtemps. Il n'y avait pas de malveillance, seulement de la confusion et de la peur. Je n'ai pas bougé. Le juge a hoché lentement la tête, griffonnant quelque chose sur son bloc-notes. Et pourtant, elle a falsifié des documents médicaux. Ce n'est pas de la peur, c'est de la fraude. L'avocat de Sophie s'est agité. Ce n'était pas prémédité, votre honneur. Maître Garnier s'est levé. Nous avons des documents, des enregistrements audio et une chronologie qui suggèrent le contraire. Elle a avoué son plan au père biologique des semaines avant que M. Moreau ne sache quoi que ce soit. Ce n'est pas une erreur, c'est un stratagème. Le juge s'est tourné vers Sophie. Madame Moreau, contestez-vous ce qui a été présenté? Elle a dégluti difficilement. Non, votre honneur. Silence. Puis est venue la décision. Le tribunal conclut que M. Moreau n'est pas le père légal de l'enfant à naître. Les droits parentaux lui sont retirés. M. Moreau ne sera tenu responsable d'aucune obligation financière liée à l'enfant. J'ai senti ma poitrine se soulever légèrement. Le tribunal accorde à Madame Moreau la voiture actuellement à son nom. Tous les autres biens détenus conjointement seront conservés par M. Moreau. Le divorce est prononcé avec effet immédiat. Et enfin, M. Baptiste Laurent sera désigné comme le père légal et devra assumer toutes les responsabilités parentales, y compris la pension alimentaire, dès la naissance. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de l'allée. Baptiste, assis derrière Sophie, ne levait même pas les yeux, fixant simplement la table. La mâchoire de Sophie tremblait. Mais moi, je me sentais calme, comme si l'air avait cessé de presser sur mes côtes. Alors que nous nous levions pour partir, Maître Garnier m'a légèrement touché l'épaule. Vous avez obtenu tout ce que vous étiez venu chercher. Non, ai-je dit. J'ai obtenu quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est? La paix. Et puis je suis sorti du tribunal, libre. C'était un dimanche matin tranquille quand j'ai entendu frapper. Pas pressé, pas incertain, juste régulier. J'ai ouvert la porte et Camille était là. Les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi, mais ses épaules étaient droites. Le menton levé. Elle a esquissé un petit sourire. Salut. Salut, ai-je répondu en m'écartant. Tu veux entrer? Elle a secoué la tête. Non, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Je voulais juste te demander quelque chose. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, la brise d'automne s'enroulant derrière elle. Elle a levé les yeux vers moi et sa voix était à peine plus qu'un murmure. Comment as-tu fait pour ne pas craquer? J'ai laissé le silence s'installer un moment. Les laisser respirer. Puis j'ai répondu simplement. J'ai craqué, tranquillement, quand personne ne regardait. Ses yeux ont brillé, mais aucune larme n'a coulé. J'ai ajouté, certaines trahisons frappent comme des tremblements de terre. Camille a hoché la tête, sa voix plus assurée maintenant. Ouais. Mais on reconstruit, ai-je dit. Et si on le fait bien, le sol finit par être plus solide qu'avant. Elle a eu un rire tremblant. Baptiste a déménagé hier. Je n'étais pas surpris. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui pouvait mentir si facilement aux personnes qui lui faisaient le plus confiance. J'ai hoché la tête. C'est quelque chose que je respecte.
Elle m'a regardé un instant de plus, puis s'est avancée et a enroulé ses bras autour de moi. Ce n'était pas romantique. Ce n'était rien de plus que ce que deux personnes ayant survécu à un naufrage commun pouvaient s'offrir. Quand elle s'est reculée, elle a souri à nouveau. Un vrai sourire cette fois. Je suis contente que tu ailles bien. Je vais bien, maintenant. Moi aussi. Et puis elle s'est retournée, a descendu les marches et a disparu dans le matin. Je suis resté là un moment, à regarder la rue, les feuilles, le calme. Puis j'ai refermé la porte derrière moi et je suis retourné dans une vie qui était à nouveau la mienne. Entière, tranquille et enfin réelle. Et c'était la fin de mon histoire. Camille a choisi de s'éloigner de quelqu'un à qui elle avait un jour promis l'éternité. Tout ça parce qu'il a choisi le silence quand la vérité comptait le plus. Commentaire, je tenais simplement à partager avec vous à quel point cette vidéo m'a vraiment touché aujourd'hui. Protéger sa propre dignité reste la base de tout quand on traverse une épreuve. Apprendre à poser des limites claires nous permet de préserver notre paix intérieure sans culpabilité. Choisir la vérité, même quand elle fait mal, montre une force intérieure authentique. La guérison commence vraiment le jour où l'on reprend la responsabilité de son propre bonheur. Garder une part de gentillesse envers les autres sans se perdre soi-même est un équilibre précieux. Je vous invite à réfléchir tranquillement à ce qui compte vraiment dans votre vie en ce moment. Choisir la sérénité plutôt que de rester dans le chaos change tout sur le long terme. Merci d'être là et de prendre le temps de penser à ces choses avec moi. Ensemble, on avance un peu plus chaque jour vers une vie plus alignée avec nos valeurs. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.